Après 10-12 ans dans plein de structures avec des tailles différentes, etc., chercher un truc légèrement moins structuré, c'est un super moyen d'avoir à la fois du temps et de gérer vraiment mon emploi du temps en fait. En vrai, vraiment, je me suis dit, tiens, trouve un client et après lance-toi. Je pense que mon erreur principale, c'était de facturer trop peu. C'est ce mode-là de fonctionnement qui me va bien. Donc, ouais, pas de regret du tout. Si vous êtes product manager et que vous avez envie de devenir freelance, je vous encourage tout de suite à découvrir le témoignage d'Olivier Courtois. Alors Olivier, il a d'abord été product manager chez ManoMano, chez Comet et maintenant il est freelance. Je l'ai interviewé pour qu'il puisse nous raconter son parcours, les erreurs qu'il faut éviter quand on se lance, les choses qu'on peut mettre en place pour réussir. Voilà, il a accepté de partager tout ça, donc je vous propose de le découvrir tout de suite. Et juste après l'interview, je serai de retour et j'ai plein de conseils à vous donner pour réussir votre démarrage, donc surtout restez bien jusqu'à la fin. Bonjour Olivier. Salut! Merci beaucoup de prendre un peu de temps pour témoigner sur ton expérience que tu vis actuellement en tant que du coup product manager freelance. Voilà, c'est ça. Merci Marion pour l'invitation. Bah écoute, avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous raconter ce que tu fais? Ouais, donc du coup, moi je suis Olivier, tu l'as déjà dit. J'ai 10-12 ans dans la tech à peu près. Et j'ai fait 3 métiers successifs. J'ai démarré en faisant du développement, donc je faisais développement full stack, etc. Il y a donc une bonne dizaine d'années. Très vite, je suis tombé dans le design. Donc, je me suis formé en gros à tout ce qui est UX design, design thinking, etc. Et j'ai géré plusieurs équipes de designers jusqu'à ce qu'un jour, en fait, dans une des équipes où j'étais, on décide de créer notre premier produit. Ce faisant, j'ai commencé à faire des activités que je ne faisais pas avant, parler aux clients, animer des équipes de dev, etc. Et je pense au détour d'un webinar ou d'un article Medium plus probablement, j'ai compris que j'étais devenu product manager, quoi. Voilà, par accident. Et je me suis dit, c'est vachement cool, j'ai envie de continuer à grandir là-dedans. Donc, ce qui m'a amené chez ManoMano, dans les expériences les plus récentes et notables. Je suis arrivé chez eux, j'étais le 3e product manager, il y avait 100 personnes dans la boîte, je suis resté 2 ans. L'équipe produit, on est passé de 3 à 25, la Ah boîte ouais, de 100 grosse à croissance. 500. Ouais, très, très grosse croissance. Moi, j'ai pris la direction d'un des pôles produits. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur les produits, évidemment, le recrutement, comment tu organises tout ça, comment tu ne marches pas sur les pieds, comment tu alignes les gens dans une boîte de cette taille où tu as quasiment 25 personnes qui arrivent tous les mois. Et fort de tous ces apprentissages, après, je suis arrivé chez Comet, qui est donc une plateforme qui accompagne des freelances plutôt tech et data, donc développeurs, data Mhm. engineers, etc. Donc, je suis arrivé chez eux pour prendre la direction de l'équipe produit et j'y suis resté 1 an et demi à peu près. D'accord. Euh, voilà, mais taille plus petite, 60 à peu près dans la boîte et une équipe produit de 5-6 personnes. Donc, mon idée, c'était d'aller dans ce type de boîte pour les aider à passer les étapes d'après. Voilà. D'accord. Du coup, ta dernière expérience salariée, c'était chez Comet. Exactement, ouais, j'ai terminé cette expérience mi-octobre. D'accord. Et du coup, est-ce que c'est justement d'avoir gravité un peu dans l'univers des freelances qui t'a donné envie de devenir freelance? Ouais, alors clairement, alors en vrai, oui et non. C'est-à-dire que j'ai choisi Comet parce qu'en fait, ce que je trouvais vachement intéressant, c'était comment le marché, le monde du travail était en train de se reconfigurer et le freelancing dans tout ça. Donc en fait, c'est ce qui m'a amené cette curiosité-là chez D'accord. Comet. Mais donc évidemment, en étant chez Comet, je commence à parler à plein de freelance, parce que ça devient mon job, de comprendre pourquoi ils sont là, pourquoi ils ont choisi d'être freelance, qu'est-ce qu'ils attendent d'une plateforme, etc. Et donc ouais, ça a été une source d'inspiration. Euh, En fait, ce que j'ai compris très vite au fur et à mesure de ces discussions, et je serais curieux d'avoir ton avis, mais c'est que parfois les free, on a tendance à nous décrire comme étant finalement des mercenaires. Ce que je crois pas du tout. Tu vois, plutôt, enfin, moi, en tout cas, dans le produit ou le freelancing, enfin, l'indépendance et le produit, ça peut paraître étrange parce qu'on se dit qu'il faut connaître son produit très très bien, avoir été des Bien années dans la connaître les boîte. équipes, bien connaître les clients. Exactement. Ouais. Donc, il y a vraiment cette idée parfois qui est citée il y a des mercenaires et des missionnaires, des gens qui croient beaucoup à la vision de la boîte, à son produit, qui le connaissent sur le bout des doigts, qui connaissent bien les équipes, comme tu viens de le dire. Et donc, en fait, moi, je me suis dit, est-ce que c'est vrai ou pas, quoi? Et au fur et à mesure de cette discussion, je me suis dit, mais non, en fait, c'est le plus souvent, le point commun que j'ai trouvé à tous les types de freelance à qui j'ai parlé, c'était plutôt que c'était des gens qui avaient la chance d'être
En tout cas, quand ils sont sur des métiers pénuriques, ce qui était le cas chez Comet, hein, Tech et Data, c'était des gens qui manquent pas de mission, hein, bien au contraire. En fait, c'était plutôt le monde du travail comme il devrait être, parce qu'en fait, tu peux exercer ta liberté de choix beaucoup plus régulièrement, plutôt que d'être sur des rails de pas trop se poser de questions. Tous les 6 mois, 3 mois, 8 mois, 10 mois, en fonction de tes préférences, tu vas être dans une nouvelle configuration où en fonction de tes valeurs, tu vas te dire est-ce que j'ai envie de travailler pour ce client, avec tel type d'équipe, avec cette stack-là, enfin peu importe ce qui est important pour toi, mais tu vas pouvoir en fait plus souvent te poser ces questions-là. Donc, moi, ce que j'avais observé, c'était des gens qui étaient globalement plus alignés, quoi. Et Ouais. ça m'a pas mal séduit, ouais. C'est ce qui t'a attiré. D'accord, ok. Ouais, je crois Et bien. donc ça, c'est ce qui te donnait envie. Est-ce qu'il y a au contraire quelque chose qui te disait oh, je vais peut-être pas faire ça finalement, le salariat c'est plutôt confortable. Est-ce que tu avais des freins pour te lancer en fait? Pas tant. Alors parce que j'avais déjà fait un peu de freelance auparavant, Ok. alors le plus souvent en parallèle de mes postes, donc j'avais jamais été, à mon compte et j'ai rien d'autre. Et j'avais pas tant de freins parce que j'ai eu la chance de pouvoir, négocier une rupture conventionnelle. Donc je me suis dit: «Le risque financier, le péril financier est pas du tout là, pas avant un moment». Je suis plutôt sur un type de compétences qui sont quand même en demande parce que évidemment c'est une question à se poser, je pense, avant d'aller en freelance. C'est de se Bien dire: sûr. «Bah, tiens, est-ce que nos compétences, elles sont, très demandées, pas très demandées, faciles à vendre, faciles à externaliser?» et cetera. Donc moi, en pa c'était j'ai pas eu de frein particulier, si ce n'est peut-être, oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand tu es employé, donc je disais, j'ai travaillé pour d'autres personnes pendant 10 12 ans. Donc oui, tu peux te dire que peut-être c'est plus le fait d'être sur des rails et de pas te poser la question sur ta trajectoire qui peut être le principal frein. Mais une fois que tu te commences à te dire: «Tiens, ce mode-là de travail Mhm. m'intéresse», moi, j'ai pas eu d'autres freins plus que ça, quoi. D'accord. Et du coup, quand tu t'es dit bon, allez, c'est décidé, je me lance, c'est quoi la première action que tu as décidé de mettre en place? Trouver un client, ouais, je pense que c'est pas mal. Je crois que ça a été la 1re action, ouais. Non, non, en vrai, vraiment, je me suis dit: «Tiens, trouve un client et après lance-toi». Donc, Bah, franchement, j'ai c'est fait, hyper intéressant parce qu'il y en a plein qui se disent d'abord, attends, il faut que j'ai un logo, il faut que j'ai un contrat au cas où. Et je trouve qu'on devient freelance quand on a notre première mission. Donc, c'est top ça comme réponse. ouais, et je pense que c'est vraiment important. Et d'ailleurs, si tu considères que donc moi, je vais avoir peut-être dans cette discussion une pensée très produit, mais, hem, si tu considères que le produit que tu vends, c'est toi, c'est un peu comme, dans tous les produits digitaux, on te tu sais, avec cette idée du MVP ou du Mhm. POC en gros, on te dit, je crois que c'était le gars de LinkedIn qui disait, «Si tu es fier de ton produit quand tu le lances, c'est que tu l'as lancé trop tard». C'est Si vraiment t'as cette pas honte, idée-là. tu l'as sorti trop tard, ouais. C'est exactement ça. Si tu pas honte, c'est que tu l'as lancé trop tard. Ce qu'il essaie de dire, c'est ton job, c'est de sortir ton produit le plus tôt possible pour avoir de l'apprentissage, pour te planter, pour et Pour cetera. avoir des Donc retours, pour effectivement, créer ajuster. ton logo exactement. Donc créer ton logo, créer ton image, te dire: «Tiens, comment je» alors évidemment, il faut réfléchir un minimum. Qu'est-ce que je vais vendre? Comment je vais le vendre? Comment je vais m'adresser à mes clients? Mais en vrai, je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit. Tu deviens freelance quand tu as ton premier client en France, en plus, si tu as pas besoin de parce qu'il y a différents statuts, mais si tu prends le statut, on va dire, le plus commun de la micro-entreprise, de l'auto-entrepreneuriat, honnêtement, ton auto-entreprise, elle est immatriculée en 1 semaine, les papiers, ils Ouais, sont faits. Donc, tu peux trouver ton premier client, commencer à bosser, faire ton immatriculation et d'ici à ce que tu c'est ça. factures, tu auras ton entreprise, quoi. Donc complètement envisageable de le faire comme ça. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et peut-être le bonus, le truc que j'ai fait en parallèle, c'est que j'ai commencé à me dire: «Bon, je pense que je vais passer un peu de temps à faire ça, donc je vais créer un collectif». Donc j'ai commencé à créer un D'accord. collectif avec d'autres personnes, que je connaissais et cetera, à côté, pour avoir une offre un peu plus full stack puisque évidemment je peux pas tout, enfin je sais pas tout faire, quoi. Ouais, je comprends. C'est marrant parce que c'est une question que j'avais envie de te poser après tes passages en start-up. Est-ce que ton activité freelance, tu la gères comme tu gérerais une start-up? Ce que tu me dis, ça me fait penser que oui. Alors, ça dépend, c'est une bonne question, ça dépend ce que tu entends par, gestion de type startup, en fait. Bah, du coup, tu t'envisages les services que tu proposes directement comme tu envisagerais un produit sur lequel tu vas travailler en tant que product manager. Mais après, Ouais. est-ce que tu trouves que toi, dans ta façon de fonctionner, il y a des similarités ou pas forcément au-delà de ce que tu viens d'expliquer? J'ai
Beaucoup moins de meetings, ça c'est pour être tout à fait honnête. Beaucoup moins de meetings. Non, alors attends, dans les similarités, non, je suis un peu moins structuré parce que je cherchais, après 10-12 ans, dans plein de structures avec des tailles différentes et cetera, je cherchais un truc légèrement moins structuré, donc je suis un peu moins structuré. Dans le reste, non, oui, effectivement, j'ai tendance à penser produit, donc je m'interroge sur, c'est qui mon audience un petit peu, privilégiés, que je vais aller cibler, quels sont vraiment leurs problèmes, comment moi je peux leur apporter. Et donc ça, on va dire que c'est l'approche où tu réfléchis en partant du client. Et après, j'essaie aussi, je parlais d'alignement tout à l'heure, de partir aussi de ce que j'ai à l'intérieur et de me dire sur quoi j'ai envie de passer du temps aujourd'hui, qu'est-ce Ouais. que je suis prêt à faire, parce que je pense que c'est important, c'est la réunion Il des faut deux trouver en fait l'équilibre qui va entre les faire deux, que ouais. tu es content. D'accord. Exactement. Donc ouais. OK, bah, c'est intéressant et du coup, ce fameux premier client, comment est-ce que tu l'as trouvé? Oui, alors je pense que, en l'occurrence, c'était dans mon réseau, Ouais, des gens que je connaissais. Hem, ouais, c'est ça, c'était, en l'occurrence, donc c'est Paul, qui est le fondateur de Makata, Makata Studio, qui est en gros une entreprise qui fait, de la 3D, des assets 3D. C'est eux qui ont fait les mascottes de plein, plein, plein de startups qu'on connaît comme, Jour, ils travaillent beaucoup avec Zenly, c'est eux qui font les emojis, et cetera, que d'accord. tu as dans Zenly et cetera. Et donc ça, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé il y a plusieurs années et que j'ai continué à mentorer, à faire de l'advisory pour lui. Et donc là, en fait, quand j'ai eu un peu de temps, je lui ai dit, écoute, j'ai du temps, il y a peut-être des sujets sur lesquels on peut accélérer ensemble. Et donc c'est moi qui ai été lui parler, mais c'était dans mon réseau, ouais. Ça, c'est super intéressant pour les personnes qui nous regardent parce que, moi, j'échange avec pas mal de futurs freelances qui me disent: «Moi, je pars de zéro» et c'est pas vrai parce que tu connais toujours des gens, tu connais les gens avec qui tu as fait tes études, tu connais tes anciens collègues, tes anciens clients, tes anciens partenaires et bien souvent, les premières missions et ça a été mon cas aussi, c'est dans ce vivier qui existe déjà, qu'on va la trouver, en fait et ça, c'est important d'en avoir conscience parce que ça lève un énorme frein. On part pas de zéro, on n'a pas, aucun réseau. Il faut vraiment penser à tout ce qu'on a fait, voilà, on a engrangé de l'expérience, on a engrangé aussi du réseau. Et alors, là, bon, tu as plutôt bien géré, j'ai l'impression, sur ce démarrage. Est-ce qu'il y a quand même une petite erreur que tu as fait où tu t'es dit: «Non, c'est l'erreur du débutant, j'aurais pas j'aurais préféré éviter, quoi»? Hem, ouais, c'est une bonne question. Alors les premières fois, si je remonte en arrière, les toutes premières missions, donc il y a déjà plusieurs années, je pense que mon erreur principale, c'était de facturer trop peu. Assez régulièrement, Assez j'ai fait ça. courant ça. Ouais, qui est un peu à relier, je pense, au syndrome de l'imposteur, enfin et d'autant plus quand tu es en début parce que tu dis: «Bah, j'ai rien à montrer» et cetera, donc Ouais, tu es tenté de réduire ton prix, et dans une certaine mesure, ça peut être une bonne stratégie, mais à limiter quand même parce que le prix, c'est à la fois, c'est ce que tu demandes au client évidemment, mais c'est aussi la valeur qu'il va percevoir de toi. C'est-à-dire que si tu lui fais des choses à des prix très bas, il va se dire: «Bah, ce qu'il m'apporte comme plus-value, proposition de valeur est assez faible». Là où c'est pas toujours le cas. Et donc du coup, si je reste dans cette thématique de la facturation, il y a aussi le fait d'arriver à divorcer le temps que tu passes et le temps que tu factures. Moi, je pense que ce qui est important, c'est que quand on demande à un client, on lui dit: «Ça va être tant», ça doit être aussi le résultat, non pas juste de combien de temps ça me prend, mais aussi de quelle valeur, ça a pour cette personne. Si ça la débloque et que demain, donc moi, imaginons je fais du product management, grâce à une mission, l'outcome probable, c'est, tu vas créer une toute nouvelle suite, de produits dans ton portfolio et tu vas doubler la valeur de ta boîte. Je vais voir un entrepreneur, on parle de ça, je me dis: «Bah non, désolé, ça a un prix, quoi». Et ouais. donc facturer trop peu, c'était peut-être les erreurs que je faisais au début. Et dernièrement, je dirais, c'est de dans les erreurs que j'ai pu faire et que je peux faire, c'est parfois de pas suivre mon sixième sens. Tu vois, dans les premières minutes d'une relation avec quelqu'un, tu sens s'il y a des trucs qui puent, où tu dis: Oui, oui. «Là, on n'a pas une communication idéale, on se comprend pas toujours, il y a peu de friction ou de tension, il y a un truc un peu qui marche pas, quoi». Ça, d'expérience maintenant, je sais que c'est une connerie que j'ai pu faire beaucoup. J'y vais plus. Si je sens Ouais, ça que va ça va pas pas le faire. forcément s'arranger donc faut pas trop forcer des fois. D'accord et au-delà de ça, est-ce Ouais, qu'il y a des choses que tu dis que tu as appris dans ces premières missions, au-delà de voilà, l'aspect attention au relationnel et attention aux tarifs?
Est-ce que toi, que tu faisais ça en plus d'une activité salariée, est-ce que ça te rendait plus performant dans l'activité que tu avais déjà, activité principale ou? Ouais, le plus souvent, en free, l'avantage, c'est que tu es un peu, ça te permettait de tester pas mal de nouveaux process ou outils parce que tu as pas trop le changement culturel à porter, Ouais. tout le monde s'en fout globalement si, tu arrives avec ta suite d'outils qui est pas celle habituelle de la boîte, ou je sais pas quoi. Donc, tu souvent tu as cet attrait de ouais, c'est vraiment un truc tu peux être le pionnier et tester tout un tas de trucs et donc être un acteur de changement dans la structure que tu as intégrée pour un petit temps. Mmh. Donc ça, j'avoue, moi, j'aimais bien l'utiliser comme ça, qui étaient ensuite des enseignements que j'allais pouvoir reprendre, heu, dans, ce que je faisais au quotidien, ouais. D'accord, ouais, ça c'est intéressant et qu'est-ce qui fait selon toi que l'activité que tu as créée, récemment, elle tourne bien? Ouais. Je pense que ça tient à une seule chose. Enfin, il y a 2 trucs que j'ai fait, ça, c'est plus en interne, qu'est-ce qui fait que, tu t'en sors mieux, et cetera, moi, j'automatise un max de trucs, Ouais, tous les trucs un peu relous, maintenant quand je démarre, une relation avec un client, j'ai un espace Notion. Qui, où tout est un peu templétisé. Donc en fait, il y a une FAQ avec les questions fréquentes que je reçois. Il y a un peu l'explication de, bah, comment on va travailler, à quoi sert cet espace Notion, c'est ici que tu trouves les factures, c'est ici que, je mets ma gestion de projet, enfin et cetera. Donc tu vois, il y a plein de trucs comme ça que j'essaie de processer, automatiser pour pas avoir à répondre aux mêmes questions, sans cesse, enfin bref, ça c'est un truc que je fais, qui, aide à ce que au quotidien, j'ai la part de parce qu'il y aura toujours des trucs relous, même quand on choisit, ce qu'on fait, que la part de trucs relous diminue. Par contre, non, le truc qui fait que ça marche bien, je pense, c'est de travailler son capital social. Heu, alors ce que j'entends par là, c'est le plus souvent quand tu démarres, tu as pas grand chose à présenter si ce n'est, ton parcours, ouais, et c'est ça qui est un proxy de: «Ça devrait être bien de travailler avec moi». Plus ça va, plus tu vas avoir un portfolio, donc des expériences passées qui se relient au parcours. Mais surtout, ce qu'il faut arriver à faire, c'est aller dans le capital social, donc c'est-à-dire au-delà de mon parcours. Je ne peux pas être juste connu pour ça. Il faut aussi que les gens me connaissent pour mes idées. Et donc là, c'est là où tu as tous les mouvements de type, tu écris des choses, tu publies, tu builds en public, et cetera, et cetera. Ça, je pense que c'est le meilleur moyen parce qu'en fait, à partir du moment où les gens te parlent parce qu'ils connaissent tes idées et non pas parce que tu as un parcours vaguement intéressant par rapport à ce ouais, qu'ils veulent faire, tu peux être sûr d'avoir en fait un peu un flux, plutôt, finalement, permanent de missions, ouais. et de missions de plus en plus qualifiées par rapport à ce que toi tu as envie de faire. Parce qu'en fait, si, ton approche elle est comprise, par les gens, il y a de fortes chances que les gens qui te contactent, tu sois à même de vouloir avoir envie de travailler avec eux, quoi. Ouais, quelque part, eux sont déjà convaincus quand ils arrivent vers toi et en plus, toi, tu as plus de chances, que ce soit des gens avec qui tu auras envie de travailler, de faire quelque chose. Ouais, je comprends, Ouais, c'est c'est intéressant exactement ça. et du coup, si tu repenses au moment le plus cool que tu as vécu pour l'instant, dans ton activité de freelance, ce serait quoi? C'est une bonne question. On pense plus facilement aux mauvais moments que qu'aux moments sympas Ouais, en général. ouais, c'est vrai. Non, alors, ouais, je crois que j'ai pas un moment précis qui me vient en tête pour être mais plus un état d'esprit. Ouais, Mais ça revient un peu à ce que je disais en début de conversation, c'est-à-dire que, hem, en fait, la question c'est, finalement pourquoi je suis devenu free? Dans mon cas, c'est parce que, j'ai envie d'explorer, donc j'ai arrêté le salariat pour, explorer des projets. J'ai envie de créer une boîte, un produit, et cetera. Pour autant, ce que j'ai envie de faire, c'est, explorer ces projets et laisser être sûr que ma curiosité l'emporte. C'est-à-dire ça m'embêterait parce que ça peut fonctionner, mais c'est pas ce que je cherche, de trouver une pas trop mauvaise idée, de lancer un business là-dessus
et en fait d'être très vite, de s'ennuyer ou de pas d'être frustré, etc. Donc moi je me dis j'ai envie d'explorer des projets, donc j'ai besoin de temps, et donc en fait le freelancing c'était le meilleur moyen pour moi de, d'une part, de pas être dans une bulle où je ne fais que penser à mes idées et j'interagis plus avec personne quasiment, Ouais. enfin je caricature, mais où je suis dans ma tête beaucoup. Donc le freelancing c'est une manière donc de s'inspirer, de rencontrer des nouvelles problématiques, voire même de trouver des idées pour de futurs produits. Et du coup, c'est un super moyen d'avoir à la fois du temps et de gérer vraiment mon emploi du temps, en fait. Ouais, en Donc souplesse. cet état d'esprit-là, c'est ce qui est très cool pour moi dans l'activité de freelance. Et justement, tu parles de gestion du temps. Comment ça se passe une journée dans ton quotidien de freelance, en ce moment? Alors Mhm. bon, c'est un peu particulier en ce moment parce qu'on peut pas aller travailler au café, parce que les coworking sont pas trop ouverts, mais comment tu décrirais, en gros ta journée type? Ouais. Euh, alors ça dépend. Alors du coup, ce qui est pas mal, c'est que j'ai pas de journée type. C'est-à-dire que le, donc moi, ce que je fais, c'est que je travaille peut-être la moitié du mois pour d'autres gens et la moitié du mois pour moi. Sur tes Euh, projets du coup, plus, perso sur mes quoi? projets, voilà, OK. exactement. Et donc, il y a des petites parties qui sont un petit peu planifiées, ou parce que j'ai besoin d'avoir du temps en parallèle avec le client et ses équipes, donc pour travailler ensemble. Et après, il y a plein de choses que je peux faire moi à mon rythme comme je veux pour du coup le faire. Donc, j'ai pas vraiment de journée type. Effectivement, aujourd'hui, ça ressemble à beaucoup de temps passé dans cet espace. Euh, Qui est ton salon en et mon fait? appart, qui est mon salon, mon appart à OK. Paris, voilà. Donc pas mal de temps passé là. Dès que possible, je repasserai du temps. Je suis quelqu'un qui utilise beaucoup le remote et qui aime bien. Enfin, moi, ça m'aide beaucoup de pouvoir voyager et travailler depuis des endroits différents. Donc là, à la fin de la Mmh. semaine, je pars en Inde et je sais que je vais adorer de travailler parce que ça fait des mois que c'est pas arrivé, dans vraiment un cadre qui est très différent. Donc voilà, c'est un peu ça qui me vient spontanément. Ouais. D'accord. Et toujours pour parler d'organisation, j'ai constaté sur LinkedIn que tu publiais pas mal de contenu quand même, que ce soit ta newsletter, que ce soit les webinaires dans lesquels tu interviens. Comment tu gères justement la priorisation de ton temps entre tes missions pour tes clients, ta production de contenu et puis du coup les projets, perso que tu as, qu'on a évoqués tout à l'heure? Ouais. Là, tu vois, on est typiquement dans une gestion de pas de start-up. C'est-à-dire que comme je suis dans cette étape d'exploration sur mes projets et que je t'ai dit, en fait, le tamis qui est important pour moi aujourd'hui, c'est ma curiosité. En ce moment, je sens que ma curiosité me porte beaucoup plus sur de l'écriture, de la création de contenu, etc. Donc, je passe plus de temps là-dessus qu'à explorer d'autres idées. Et je sais Ouais, qu'à un tu moment, suis ça va ton envie se... aussi. Voilà, oui, beaucoup. Tout en me disant, le jour où je commence à me dire, il y a une idée que j'ai envie d'explorer, là, je sais que ma curiosité m'amène là. Maintenant, c'est le moment de builder le plus tôt Un possible, de petit lancer. switch, De, Là, il y aura un petit switch où je vais me mettre dans un mode beaucoup plus efficace, un peu plus start-up si on veut, un peu plus avec production, j'ai un peu des objectifs à la semaine et je sais ce que je veux faire et comment, etc. OK. Là, aujourd'hui, je suis plus dans une fenêtre de respiration aussi, peut-être, où c'est ma curiosité. Mais globalement, hein, si je devais faire, je pense que donc, je passe 30-40% de mon temps à travailler pour des clients, je passe allez, 20-30% à écrire du contenu et le reste sur mes sujets, plutôt de produits. Euh, Ouais, c'est à peu près ça le potentiomètre. Et je pense que là, par exemple, je vais être beaucoup. Donc en Inde, il y a 4 ou 5 heures de décalage horaire. Donc je sais que c'est un moment où là, je vais pas, pendant un mois, je ne vais pas travailler pour des clients, très peu. Et je vais Tu auras plutôt moins prendre de bah, contacts en synchrone. voilà, pas de synchro, etc. Donc ça va être un moment vraiment où je sais que je vais passer donc moins de temps à travailler, mais sur l'ensemble du temps où je travaille, ça sera plutôt pour créer du contenu D'accord. et à mon retour, justement, repasser plus de temps sur l'exploration produit et les clients et un peu moins sur les contenus. Ouais, ça c'est des trucs où du coup tu as moins de contraintes sur le temps, tu sais que tu peux vraiment le faire quand tu as envie et du coup ça va bien avec un voyage, avec du décalage horaire, je comprends. Ouais, Du c'est coup, parfait. Ouais. j'imagine qu'aujourd'hui tu pas de regrets sur ce choix et que tu t'envisages pas forcément de revenir tout de suite vers le salariat? Ouais, non, non, effectivement. Alors oui, c'est ça, dans le produit, pour le coup, on se fait souvent contacter, donc on se pose souvent la question, est-ce que je repars, etc. Non, non, pour l'instant, c'est clairement, ma décision, elle est assez facile à défendre. Je sais enfin, je sais que
Aujourd'hui, j'ai besoin enfin, c'est ce mode-là de fonctionnement qui me va bien. Donc, ouais, pas de regret du tout. Bon, bah cool. Et puis il y a plein de formations, là, je le vois sur le product management. C'est bon, ils trouveront des candidats. Il n'y a pas à s'inquiéter pour eux. Exactement. Bah, ouais, j'interviens même dans certaines d'entre elles pour donner D'accord. des cours. Donc, je suis convaincu, ouais, il y a des belles promos qui arrivent de gens très compétents. D'accord. Et ça te fait pas peur? Parce que tout à l'heure, tu parlais du fait que c'est un métier qui est pénurique, que tu n'avais pas d'inquiétude sur le fait qu'il y aurait de la demande. Le fait qu'il y ait plein de nouveaux entrants, c'est pas quelque chose qui est un peu effrayant pour toi ou... Euh, non, pas vraiment. Alors, ce que je pourrais me demander, c'est Euh, non, moi je l'accueille avec beaucoup de plaisir parce que c'est cool et ça veut donc dire, en fait, si toutes les équipes produits elles ont tendance à grandir, il va falloir les encadrer. Et moi j'ai fait plutôt dans mes dernières années de l'encadrement d'équipes, tu vois, D'accord. des positions de leadership. Euh, et globalement, le product management, hein, pour les gens qui nous regardent, s'ils ne connaissent pas bien, c'est une activité qu'on fait dans les produits digitaux, mais qui est assez récemment arrivée en Europe et en France. Oui, Ça fait 5-6 ans qu'on en parle beaucoup, mais avant, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, et il n'y a pas de parcours diplômant pour y arriver. Donc déjà, le flux de gens qui arrivent dans ce métier, c'est par plein de parcours très atypiques. Et des gens très expérimentés dans ce métier, il n'y en a pas tant. Donc, pour l'instant, le marché, il est plutôt à mon avantage. Par contre, ce que je pourrais me dire, c'est que si je fais plus du produit officiellement pendant un bon moment, si, imaginons que je fasse ça pendant 3 ans et je fais pas de produit pendant 3 ans, suis-je encore pertinent si à un moment je veux oui, revenir dans le salariat, si c'est une des pistes? Pour l'instant, c'est une question que je mets de côté en me disant que de toute façon, mon objectif personnel, c'est plutôt de créer mon produit et oui. donc d'être dans une situation où je vais faire du produit, alors pas pour d'autres gens, mais pour moi. Donc, je devrais éviter cette déconvenue-là. Et, euh, et pour l'instant, oui, j'ai pas de véhémence à redevenir salarié à court terme, puisque si je crée ma boîte, etc., C'est pas l'objectif, forcément au programme. ouais, exactement. Et c'est le truc classique de tu essaies de créer un divorce entre ton temps et tes revenus. Et donc, pour ça, un des moyens, c'est de créer une entreprise, par exemple, ou un produit qui va scaler indépendamment de ton temps, quoi. Oui, voilà. Et du coup, le temps que tu y passes, c'est pas forcément corrélé à ce que ça va te rapporter. D'accord. C'est ça. Du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Beaucoup d'alignement, parce que je pense que c'est le mot-clé que j'aurais utilisé. Ouais, non, je pense que c'est ça qu'il faut se souhaiter. La santé déjà d'abord, et puis ouais, globalement de l'alignement et de continuer sur la lancée. Bah, super. Je te remercie pour ce témoignage. C'est riche en infos, hein. C'est Ouais, plein de bons conseils pour toutes les personnes qui regardent et qui ont envie de se lancer bah, sur ce type d'aventure, quoi, de product manager en freelance. En tout cas, c'est hyper positif et il semble y avoir plein de portes à ouvrir. Donc, je pense qu'il ne faut pas que les gens hésitent. ouais, exactement. Et en fait, oui, c'est ça. Le seul truc qu'il faut se demander, c'est est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que j'ai envie? Est-ce que je sens que je vais Ouais, être aligné finalement en y allant? Parce que moi, j'aime bien prendre sur ce genre d'aventure où il y a beaucoup de liberté, j'aime bien comparer ça un peu à la fac, en disant, la fac, on te laisse libre de tout, comparé à une grande école ou je sais pas quoi. Et en fait, il y a 2 options. Soit toi, tu es quelqu'un qui adore avoir de l'autonomie, qui va utiliser ça, tu vas commencer, à choisir les cours où tu vas, ne pas aller à tous les cours, travailler sur d'autres trucs à côté ou je sais pas, créer un groupe de musique, enfin, j'en sais rien. Tu vas être super aligné et utiliser cette autonomie à bon escient. Ou à l'inverse, tu as des gens qui vont arriver à la fac et qui vont exploser parce qu'en fait, plus personne te demande ou te guide et t'as en plus de fait, compte à tu es rendre. handicapé par cette liberté et tu sais plus quoi Ouais. en faire. Bon, du coup, freelancer, pour moi, c'est un peu la même logique. Il faut se sonder soi-même et se dire dans quel état d'esprit je suis, où est-ce que je vais m'épanouir le plus. Et si on pense que je vais m'épanouir, oui, clairement, je pense qu'il y a de plus en plus de place pour le product management en freelance. Donc, c'est une des voies complètement possibles et ouais, que j'encourage de suivre, si tant est que voilà, l'aventure freelance du freelancing est vraiment faite pour soi, quoi. Ouais, bah, écoute, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'il y a plein de vocations qui sont en train de naître. Là, le confinement a poussé plein de gens à se poser des questions. Est-ce que je suis bien comme je suis? Est-ce que vraiment salarié, c'est ce qu'il me faut? Finalement, je suis capable de télétravailler. J'ai vraiment l'impression qu'il y a plein d'envies qui se créent, d'envie de liberté. Bon, bah, c'est cool. Écoute, Clairement. je suis ravie d'avoir pu recueillir ce témoignage. Je te remercie beaucoup pour le temps que tu as pris.
Je t'en prie. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Voilà, j'espère que cette interview vous a inspiré, que vous avez pris plein de bons conseils. Moi, l'idée principale que je retiens, c'est que si vous êtes product manager, il faut vraiment vous comporter comme si vous étiez votre produit. Ça va vous permettre de construire une offre que vos prospects auront envie d'acheter. Alors, si du coup vous avez envie de vous lancer, sachez que sur le site, sur la chaîne YouTube, je vous propose plein de contenus qui vont vous y aider. Il y a les vidéos, il y a les articles de blog, il y a la boîte à outils avec plein de docs que vous pouvez télécharger gratuitement. Et il y a tous les lundis midi sur YouTube Live la permanence des freelances pendant laquelle vous allez pouvoir me poser toutes vos questions. Et si vous voulez aller plus loin, avoir un vrai accompagnement pour réussir votre démarrage, je vous propose aussi une formation, donc réussir votre démarrage en freelance. Cette formation, elle peut être prise en charge par votre CPF ou par Pôle emploi si vous êtes demandeur d'emploi, et on y aborde plusieurs sujets. Comment construire votre projet et votre offre de service, comment gérer la partie administrative, comment trouver des clients et comment les garder aussi, parce que c'est important, et bien vous organiser. Donc c'est une formation qui dure 3 mois, qui se fait à distance, et vous trouverez plus d'infos sur le lien que je vais vous mettre juste en dessous de la vidéo. Et si vous avez la moindre question, bien sûr, n'hésitez pas à me contacter. J'espère que cette vidéo aura permis de faire naître des vocations chez vous, qu'elle vous aura inspiré. Et je vous dis à très bientôt, et surtout bonne chance pour votre démarrage.